Messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs, je suis donc le lieutenant-colonel Le Bihan, chargé des questions de renseignement d'intérêt cyber et de planification et de préparation opérationnelle au sein de la cellule cyber de l'état-major des armées. À ce titre, je vais tenter de vous présenter aujourd'hui, succinctement, comment le cyber est intégré dans le processus de planification opérationnelle des opérations militaires françaises, à travers non seulement de l'organisation qui a été définie par les armées, et je vais tenter d'illustrer mon propos par le scénario qui vous a été présenté. Alors, depuis le livre blanc de 2008, le cyber a été une des constantes priorités de la nation. Cela a conduit à la mise en place d'une organisation adaptée à la taille et à la culture de la France. Alors, 3 édifices cadrent le développement de la cyberdéfense. D'abord, le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013, avec la loi de programmation militaire 2014-2019, qui accroissent les moyens dévolus à la cyberdéfense, 350 millions d'euros d'équipement, des investissements R&D multipliés par 3 et une augmentation de 550 postes. Elle pose également un cadre juridique adapté à l'action de la France. Le deuxième édifice, c'est le pacte défense cyber, ce qui est la mobilisation du ministère et de ses ressources autour de 6 axes et de 50 mesures pour rendre le modèle français encore plus efficace. Enfin, le troisième édifice, c'est le pôle d'excellence de Bretagne, qui permet de structurer la formation autour des écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan et l'école des transmissions, et également de structurer la recherche et développement autour de la DGE. Alors, le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013 identifie le cyberespace comme un espace de confrontation, au même titre que les 4 milieux, le milieu terrestre, maritime, aérien et l'espace extra-atmosphérique. Le cyberespace offre de nombreux atouts, que ce soit en matière de discrétion, de réversibilité, une forte efficacité face aux systèmes modernes, tout en permettant de limiter les dommages collatéraux. Mais il offre aussi des particularités qui sont à prendre en compte dès la phase de planification. Ainsi, le théâtre des opérations cyber ne se limite pas à la simple zone d'opération, mais est beaucoup plus large, parce que rien ne garantit qu'un serveur qui serait ciblé n'héberge pas le site web d'une société tierce. L'analyse de situation repose essentiellement sur des facteurs non militaires, comme les technologies, les opérateurs de télécommunications ou l'appui des diasporas. Enfin, le brouillard de la guerre est plus épais, rendant difficile la détection, l'attribution d'une attaque ou encore l'évaluation des dommages. Alors, à travers la planification, il s'agit d'anticiper et de synchroniser les effets afin de pouvoir, en coordination avec les 4 autres milieux, mener les actions qui vont concourir à l'effet final recherché par les forces, ou se prémunir des opérations adverses pour permettre aux forces de mener leur mission. Alors, ce peut être des actions conduites depuis le cyberespace, c'est-à-dire du monde cyber vers le monde physique, injection de données dans un contrôle aérien, prise de contrôle à distance d'un véhicule, par exemple. Dans le cyberespace, des attaques électroniques, du déni de service, de l'intrusion, ou encore contre le cyberespace, c'est la destruction par moyen physique d'un data center ou de câbles sous-marins, neutralisation de combattants, de cybercombattants par exemple. Donc vous voyez déjà apparaître ici l'interaction qui existe, l'interaction très forte qui existe entre le domaine cyber et les 4 autres milieux, et cette nécessité donc d'être imbriquée dès la phase de planification pour coordonner et combiner les effets. Alors, la planification doit également prendre en compte la menace pour nous permettre de nous prémunir contre elle, et en particulier parce qu'aujourd'hui, il y a une prolifération des outils et des savoir-faire. On peut penser à l'exemple de Hacking Team dernièrement, qui multiplie les risques et les adversaires potentiels. Alors, le ministère de la Défense est à la fois exposé aux menaces générales, attaques ciblées contre des personnes et des organisations, réseaux sociaux et ingénierie sociale, discrétion accrue des malwares, accès facilité à des kits de cyberattaque, ou les outils mobiles. Mais elle doit faire également face à des menaces spécifiques. Alors la particularité du ministère de la Défense, c'est que les systèmes les plus sensibles sont déconnectés, et le risque donc devient du coup indirect, et en particulier on doit prendre en compte
le ciblage des systèmes d'environnement ou de logistique, qui peuvent paraître secondaires mais qui sont essentiels pour préparer au mieux la défense ou la protection des forces déployées. Et le passage par l'industrie de défense et les fournisseurs de services d'un certain nombre d'acteurs. Alors la menace qui est dans les esprits de tout le monde, c'est celle qui représente Daesh, qui utilise massivement l'espace numérique, que ce soit à des fins de commandement, de recrutement, de propagande ou de terreur. Alors les opérations médiatiques de l'EI sont à la fois finement orchestrées et très bien réalisées. Elles sont préparées par des professionnels avec des moyens dédiés et avec une réelle stratégie d'image et de communication. Donc, il ne s'agit pas tant pour l'EI de faire le buzz dans les médias internationaux que de communiquer à ses supporters, leur présenter une réalité améliorée et les victoires de ceux combattant pour leur cause, ainsi qu'aux détracteurs et opposants, en premier lieu les Occidentaux. Alors, pour répondre à ces menaces, la France a choisi une approche globale pour traiter la menace cyber. La doctrine nationale de réponse aux agressions informatiques majeures repose sur le principe d'une approche globale fondée sur deux volets complémentaires. Donc la mise en place d'une posture robuste et résiliente de protection des systèmes d'information de l'État, des opérateurs d'importance vitale et des industries stratégiques, couplée à une organisation opérationnelle de défense de ces systèmes, coordonnée sous l'autorité du Premier ministre et reposant sur une coopération étroite des services de l'État, afin d'identifier et de caractériser au plus tôt les menaces pesant sur notre pays. Une capacité de réponse gouvernementale globale et ajustée face à des agressions de nature et d'ampleur variée, faisant en premier lieu appel à l'ensemble des moyens diplomatiques, juridiques ou policiers, sans s'interdire à l'emploi gradué de moyens relevant du ministère de la Défense si les intérêts stratégiques nationaux étaient menacés. Au sein du ministère de la Défense, la chaîne de commandement militaire est unifiée, centralisée et spécialisée. Unifiée car la notion de frontière, comme nous l'avons vu dans le cyberespace, est fragile. Un événement survenant à l'autre bout de la planète peut avoir des répercussions en France. Centralisée parce qu'elle est intégrée au sein du Centre de planification et de conduite des opérations, CPCO, pour garantir une vision globale et la mobilisation rapide des ressources nécessaires. Enfin spécialisée, car elle requiert des compétences et des savoir-faire particuliers. Quoi font ce dispositif? L'officier général cyberdéfense exerce des fonctions organiques et opérationnelles. Pour le volet opérationnel, il est l'adjoint du chef du CPCO. Il est à ce titre chargé de l'anticipation du volet cyber et de l'orientation du renseignement d'intérêt cyber. En situation opérationnelle, il exerce l'OPCON, donc le contrôle opérationnel sur les unités de cyberdéfense, et il assure la cohérence et l'efficacité du domaine cyber, en particulier en lien avec le J6 du CPCO, qui s'occupe, lui, du volet cyber, donc des systèmes d'information et de commande. Alors, pour les opérations, donc, pour concentrer sur les opérations, la chaîne cyberdéfense est complètement intégrée au sein du CPCO. Elle repose également sur le CALID, qui coordonne la surveillance, qui analyse les différentes attaques à travers son expertise de très haut niveau. En opération et sur les théâtres, elle s'appuie sur des cellules dédiées qui sont insérées au plus proche du commandement et au plus proche des J3 des opérations et des PC de théâtre. Dans le but, là encore, de contribuer aux effets qui seront produits par la force, pour la force. Au sein du CPC, on trouve une entité, que vous avez ici, le CO Cyber, qui a vocation à coordonner les actions qui se passent dans l'espace numérique afin de répondre aux besoins des forces en synergie avec les autres J du CPCO, en particulier les J3 et les J5 de zone. L'idée, c'est bien de s'intégrer dans les opérations pour délivrer le bon effet au bon moment. Alors la planification des effets cyber suit exactement le même cycle que la planification des effets cinétiques. Pour être vraiment très synthétique, l'effet final recherché et les directives stratégiques de planification initiale vont permettre d'orienter la collecte du renseignement, l'analyse des renseignements obtenus confrontés avec une analyse des capacités cyber, amis et ennemis, vont permettre d'identifier les vulnérabilités à exploiter ou à protéger. Ces dernières permettront de définir les modes d'action, les résultats
les modes d'action. Les résultats des opérations conduites viendront réorienter les efforts et relancer un nouveau cycle jusqu'à l'atteinte de l'effet final recherché. Donc ça, c'est la théorie. Je vais essayer de l'illustrer à travers le scénario qui a été proposé. Donc la défense décide d'une intervention au Sarounia. L'effet final recherché pourrait être de préserver l'intégrité territoriale de ce pays, en particulier contre les volontés des rebelles du Sénégal. Alors cet EFR sera traduit en directives stratégiques, parmi lesquelles on peut trouver donc la protection de la ville de Attara, mais surtout pour le volet cyber, la neutralisation des capacités terrestres et cyber des rebelles du Sénégal, la limitation des effets de la campagne de communication du Sénégal, la gestion des réfugiés, y compris dans la sphère informationnelle. Alors cela va permettre d'orienter le renseignement sur cet ennemi, le Sénégal et le HCG, si j'ai bonne mémoire. Le HRG. Ses capacités cyber, ses faiblesses, son centre de gravité, qui lui-même sera décliné en capacité essentielle, vraiment schématiquement ce que peut faire le centre de gravité, les besoins fondamentaux, ce qui est nécessaire au centre de gravité pour fonctionner, et donc les vulnérabilités critiques qui pourront être ciblées. Un mode d'action est choisi. Celui-ci pourrait chercher à appuyer l'action des forces françaises, en particulier les frappes aériennes, défendre les SI et les forces, qui, comme on l'a vu dans le scénario, vont être attaquées, pointer les incohérences du discours du Sénégal et expliquer l'action de la France auprès des populations, et renseigner sur les capacités du Sénégal. Alors planifier, c'est donc combiner les effets en coordination avec la force déployée, là encore je le répète, pour délivrer le bon effet au bon moment, au bon endroit. Ça peut être donc des actions défensives ou de lutte informatique défensive. Elle consiste à surveiller, analyser, détecter et réagir face à des attaques, des intrusions ou des perturbations qui pourraient compromettre, paralyser ou détruire nos systèmes, réseaux et données. Les actions d'exploitation ou d'exploitation informatique conduites dans le cyberespace, elles visent à exploiter les données issues des systèmes d'information de réseaux cibles et à recueillir des renseignements sur ces systèmes et réseaux, pour alimenter en particulier le renseignement d'intérêt cyber. Les actions offensives ou lutte informatique offensive, donc ce sont les actions non physiques entreprises dans le cyberespace contre des systèmes d'information ou de données pour les perturber, les modifier, les dégrader ou encore les détruire. Alors, ce scénario n'est pas si fictif que cela. Le cyber est déjà en appui des opérations que la France mène. Les effectifs continuent de croître pour atteindre leur cible en 2019 à l'issue de la loi de programmation militaire. Mais d'ores et déjà, le cyber est présente sous une forme ou sur une autre, sur une autre, en priorité sur les théâtres d'opération où nous menons nos opérations. Je pense en particulier à la bande Sailos aérienne et aux opérations qui se mènent au Levant. Alors je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions éventuelles. Bonjour, merci mon colonel et bravo, c'était très instructif. Juste une question sur la dernière ou l'avant-dernière diapo, celle-ci. Quelle différence réelle faites-vous entre protéger et défendre? Alors, je vais revenir à la doctrine. En fait, la protection est plutôt passive lorsque la défense se veut active. Dans cette optique, la protection, c'est essentiellement toutes les mesures amont que l'on va mettre en place afin d'assurer à nos forces la meilleure sécurité possible sur les réseaux qui vont être amenés à utiliser. Au contraire, la défense se veut active.
Donc dans un premier temps, ça va être de surveiller, d'exercer une surveillance sur ces réseaux pour pouvoir analyser, détecter toute source d'attaque et pour pouvoir y apporter la meilleure réponse possible en fonction de l'intérêt opérationnel. Et c'est là que la cyberdéfense s'inscrit totalement en lien avec les opérations conduites, parce qu'il ne faut pas que les opérations de cyberdéfense viennent nuire à la capacité opérationnelle. Concrètement, on ne coupe pas les réseaux au moment où la force fait sur la contre-attaque ou au moment où on en a le plus besoin. Et donc c'est dans ce cadre-là que les actions de cyberdéfense, qu'elles soient en planification ou en conduite, doivent totalement s'intégrer au sein des actions conduites par les J de la force, en particulier par le J3, de façon à répondre au mieux aux besoins de la force. Bon, Philippe Leroy, donc je suis en forme. Donc, deuxième question. Peut-on, sachant que les systèmes de demain ont vocation à être massivement connectés, y compris les systèmes d'armes, peut-on imaginer que dans la spécification des futurs systèmes, on prévoit qu'ils soient attaqués, on ne sait pas par qui ni comment, et que du coup, dans leur conception, dans leur architecture, on intègre des fonctions de détection, de réaction, et donc quelque part de résilience, sachant que les défenseurs seront en train de se mamailler, comme on dit, les attaquants, alors que le système devrait continuer à fonctionner. Est-ce que vous avez cette notion justement dans les futures conceptions des systèmes? Alors là, on dépasse le cadre les volets sur lesquels je suis en charge. Ce que je sais d'ores et déjà, c'est que la protection de nos systèmes et la défense de nos systèmes est aujourd'hui prise le plus en amont possible par les industriels, de façon à apporter demain, effectivement, les solutions aux problèmes. Une partie des systèmes que nous exploitons n'intégrait pas la cybersécurité à l'origine. Aujourd'hui, on y remédie. Mais je sais que les industriels aujourd'hui, et en particulier dans le cahier des charges qui leur est proposé, intègrent complètement ce fait pour demain. Maintenant, c'est exactement ce qu'ils développent pour assurer la cyberdéfense et la cyberprotection. Merci, mais je n'ai pas encore vu d'état-major qui expliquait qu'il voulait un système qui serait potentiellement attaqué. Ça viendra sans doute. J'ai également une question. Je suis Jean Van Drom de l'état-major de la défense belge. Mon colonel, je voulais vous remercier pour votre exposé qui était vraiment très très intéressant et finalement sans aucune classification, ce qui était quand même déjà étonnant à ce niveau-ci. Merci beaucoup. Une question en ce qui concerne le cycle du renseignement. Le cycle de renseignement tel que l'on le connaît actuellement, est-il adapté pour répondre à vos besoins de renseignement dans le domaine cybernétique? Ou bien vous devez le modifier? Est-ce que de manière doctrinale, est-ce qu'il y a des changements et des adaptations? Non. Le cycle du renseignement tel que nous le vivons est complètement adapté. Ce qui est notre travail aujourd'hui, c'est de l'accélérer, de façon à répondre à la réactivité nécessaire pour les opérations qui sont celles qui sont menées dans le cyberespace. En particulier parce que l'attaquant est fugace, et donc il faut être au bon tempo, toujours pour délivrer le bon effet. Le cycle de renseignement qui est basé sur l'orientation des capteurs, l'analyse du renseignement, la diffusion au bon endroit et au bon moment de l'information, lui est complètement adapté et reste pérenne. C'est juste le tempo qui lui doit être accéléré. C'est pour ça qu'au sein du CO Cyber, vous avez une cellule dédiée au renseignement qui va permettre justement d'avoir au plus près des opérations numériques qui se passent dans l'espace numérique, du J3, du C3 ou du C5, donc de la cellule de planification, d'avoir justement cette proximité qui va permettre cette accélération. Moi aussi en forme. Je suis moi aussi en forme, mais pose une deuxième question. Sur la diapo d'après,
s'il vous plaît. Là, je m'intéresse plus aux praticiens qu'aux théoriciens, je vais dire. Dans la pratique, ce que vous nous présentez là, c'est d'une certaine façon la planification d'une opération cyber, et donc, si je reprends votre diapo, dans le champ de confrontation cyber. C'est une chose. Est-ce que ça se passe exactement pareil dans vos relations avec la planification des opérations dans le monde réel, c'est-à-dire du cyber vers le monde physique? Je prends un exemple. Nous avons la presse a fait état qu'il y avait eu une grosse participation des études cyber, d'urgence d'origine cyber, je ne sais pas si ça se dit comme ça, dans le ciblage des cibles de l'État islamique à Raqqa, des récentes frappes sur l'État islamique à Raqqa. Est-ce que ce schéma que vous montrez, qui me semble très propre à une opération cyber, est-ce qu'il est pareil pour l'intégration dans le processus de ciblage dans le monde physique? Je parle de la pratique. Alors, de plus en plus. Comme je disais, ce schéma, c'est le schéma de la planification dans le monde physique. Là-dessus, on n'a rien inventé, c'est-à-dire qu'on l'a adapté au monde cyber. De plus en plus, le cyber est complètement intégré dans la planification des opérations qui se passent dans le monde physique, des efforts cinétiques. Non seulement en appui des opérations, mais également, comme vous l'avez évoqué, pour fournir un certain renseignement. Puisque le renseignement source ouverte ou d'origine cyber foisonne sur Internet et permet justement d'obtenir énormément d'informations sur nos adversaires. Pour répondre plus finement à votre question, aujourd'hui, on est complètement intégré au sein du CPCO, ce qui permet ce positionnement très particulier que la France a adopté de mettre l'officier général chargé de la cyberdéfense au sein du CPCO, ce qui permet donc d'être complètement intégré dès la phase de définition des EFR, des états finaux recherchés, ou des directives initiales de planification. Dernièrement, donc, nous participions à justement cette définition. Donc on est au cœur des opérations. Dernière question, si vous voulez bien. Oui, bonjour. Axel Le Poupon, élève du master spécialisé en conduite des opérations et gestion de crise en cyberdéfense. On voit bien effectivement que la notion d'intelligence est assez centrale dans le processus de planification. Il y a aussi un axe de travail important. Avant-hier a été promulguée la loi sur le renseignement. Est-ce qu'elle apporte des améliorations aujourd'hui dans la prise en compte de la cyberdéfense au niveau du ministère de la Défense? Pour répondre très schématiquement, oui, elle apporte des améliorations parce qu'elle clarifie le cadre juridique dans lequel va s'inscrire les différents organes de renseignement du ministère de la Défense. Je pense en particulier à la direction du renseignement militaire qui est partie prenante de cette loi. Donc oui, cette loi est très utile pour le ministère de la Défense, comme je vous l'ai dit, donc elle clarifie le cadre. Voilà. Merci beaucoup, mon colonel.